mangé nos mouches. Le traître, l'autre jour, nous rompit de ses mains un mouchoir qu'il trouva dans une fleur d'essaim, disant que nous mêlions, par un crime effroyable, à la sainteté, les parures du diable. Oh, c'est mon maître qui rentre de voyage. Madame eut avant-hier de la fièvre jusqu'au soir et un mal de tête étrange à concevoir. Et Tartuffe? Tartuffe? Il se porte à merveille. Gros et gras, le teint frais et la bouche vermeille. Le pauvre homme. Le soir, elle eut un grand dégoût et au souper ne put toucher à rien du tout, tant son mal de tête était encore cruel. Et Tartuffe? Il dîna, lui, tout seul devant elle, et fort dévotement, il mangea 2 perdrix et une moitié de gigot en hachis. Le pauvre homme. La nuit se passa tout entière, sans qu'elle ne pût fermer la paupière. Des chaleurs l'empêchaient de sommeiller, et jusqu'au jour près d'elle, il nous fallut veiller. Et Tartuffe? Précédant sommeil agréable, il alla dans sa chambre au sortir de la table, et c'est dans un lit bien chaud qu'il se mit tout soudain. Où sans trouble, il dormit jusqu'au lendemain. Le pauvre homme. À la fin, par nos raisons gagnées, elle se résolut à souffrir la saignée. Et le mal partit tout aussitôt. Et Tartuffe? Il prit courage comme il faut. Et contre tous les maux fortifiant son âme, pour réparer le sang qu'avait perdu madame, but au déjeuner 4 grands coups de vin. Le pauvre homme. Ils vont tout de bien enfin. Je vais annoncer à madame par avance la part que vous prenez à sa convalescence. Mais, coup de génie, Molière ne fait intervenir son Tartuffe seulement à la scène 2 de l'acte 3. Allez, changement Dorine la Beauval. Moi? Ah ben oui, Ah oui. allez. Ah! 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 Laurent, serrez ma mère avec ma discipline et priez que toujours le ciel vous illumine. Si l'on vient pour me voir, je suis un prisonnier des aumônes que j'ai partagé les deniers. Que d'ostentation et de forfanterie. Et que voulez-vous Vous dire Ah, mon Dieu, je vous prie, avant que de parler, prenez ce mouchoir. Comment Oh, cachez ce sang que je ne saurais voir. Pareils objets, nos âmes sont blessées et cela fait venir de coupables pensées. Vous êtes donc bien tendre à la tentation, et la chair sur vos sens fait grande impression. Je ne sais quelle chaleur vous monte, mais à convoiter, moi je ne suis pas si prompte. Et je vous verrai nu, du haut jusque en bas, que toute votre chair ne me tenterait pas. Mettez dans vos discours un peu de modestie, ou je vais sur le champ vous quitter la partie. Oh. J'ai tenu à vous parler en secret du
une affaire et je suis bien aise ici. Qu'aucun ne nous éclaire. Oui, madame, sans doute. Mais ma ferveur est telle... Oh, vous me serrez trop. Ah, c'est par excès de zèle de vous faire aucun mal. Je n'ai jamais dessein et j'aurais bien plutôt... Que fait là votre main? Je tâte votre habit. Elle t'offre en moelleux. De grâce, laissez, je suis fort chatouilleuse. Mon Dieu, que de ce point, l'ouvrage est merveilleux. On travaille de nos jours d'un air miraculeux. Ton sein n'enferme pas un cœur qui soit de pierre. Pour moi, je crois qu'au ciel, tant de tous vos soupirs et que rien ici-bas n'arrête vos désirs. L'amour qui nous attache aux beautés éternelles n'étouffe pas en nous. L'amour des temporels et nos sens facilement peuvent être charmés des ouvrages parfaits que le ciel a formés. Et je n'ai pu vous voir, parfaite créature, sans admirer en vous l'auteur de la nature. Ah, ce m'est, je le confesse, une audace bien grande que de ce cœur vous présenter l'offrande, mais j'attends dans mes vœux tout de votre bonté et rien des vains efforts de mon infirmité en vous et mon espoir, mon bien, ma quiétude. Et j'attends à mes vœux tout de votre bonté et rien des vains efforts de mon infirmité. La déclaration est tout à fait galante, mais elle est à vrai dire un peu bien surprenante. Vous deviez, ce me semble, armer mieux votre sein et raisonner un peu sur un pareil dessein. Un dévot comme vous, et que partout on aime. Pour être dévot, on n'en est pas moins homme. Je sais qu'un tel discours de moi paraît étrange, mais après tout, madame, je ne suis pas un ange. Votre honneur avec moi ne point de hasard et n'a nulle disgrâce à craindre de ma part. Tous galants de cour, dont les femmes sont folles, sont bruyants dans les faits et vains dans les paroles. Mais les gens comme nous brûlent d'un feu discret. Et c'est en nous qu'on trouve, écoutant notre cœur, de l'amour sans scandale et du plaisir sans peur. Je vous écoute dire, et votre rhétorique en termes assez forts à mon âme s'explique. N'appréhendez-vous point que je ne sois d'humeur à dire à mon mari cette galante ardeur? Vous considérerez, en regardant votre heure, que l'on n'est pas aveugle et qu'un homme est de chair. Ma précieuse, Petit marquis, belle duchesse, vous êtes exquis. Enrubanné, peinturluré, nous courons les festivités. dans les salons, nous cancanons, frénétiquement nous frétillons. Nous gigotons, épions gaiement, fut-il gracieux, insouciant. De révérences en pirouette, une basse-cour de courbettes. Il nous suffit d'être bien nés
de follement tout dépenser. Et d'être vu pour exister. Ah oui, tout cela nous fait pâmer. Oh, ma précieuse, Vous êtes exquis. belle duchesse. Petit marquis. Je me souviens, la première fois où nous avons rencontré Sa Majesté le roi de France. À cette époque, le prince Philippe d'Orléans cherchait une troupe à soutenir. Nous voilà invités à jouer dans la salle de garde du Vieux-Louvre le 24 octobre 1658. Et Molière choisit d'y représenter Nicomède du vieux Corneille. Nous sommes atterrés, mais rien n'y fait, il s'obstine. Dès le matin, il fallait le voir, notre Molière, courant partout, gesticulant, festant sans raison contre les ouvriers au milieu du théâtre. Bref, en quelques instants, les décors de Nicomède sont installés, et là, peu à peu, la peur s'installe en nous. Devant tout ce beau monde, assis dans un fauteuil, se tient un jeune homme d'à peine une vingtaine d'années, dont la vue nous fait tous défaillir. Cet homme est le seul à avoir gardé son chapeau sur la tête. Dans le brouillard de nos respirations palpitantes, nous parvenons à distinguer le visage hautain du jeune homme, les yeux qui ne scillent pas, lèvres inférieures en onème mou capricieuse. Au fond, non moins effrayants, nous apercevons les visages altiers et froids des acteurs royaux de l'hôtel de Bourgogne. Ils sont tous là, les grands maîtres de la tragédie. Bref, au signal, la salle se tait, le rideau s'ouvre et s'élèvent les vers de Corneille. Je jouais Laodice, amoureuse de Nicomède et la reine d'Arménie. Après